Merci de suivre l'ORTM, mesdames, messieurs. Bonsoir. Bienvenue à votre émission Questions d'actualité, un numéro spécial consacré à la communication gouvernementale dans un contexte de crise. La communication gouvernementale est définie comme un outil au service de l'action publique et selon les spécialistes, c'est un outil qui permet de faire connaître au public les nouvelles mesures arrêtées pour mettre en œuvre la politique du gouvernement. Pour améliorer cette communication, la primature a donc initié un séminaire gouvernemental et un atelier technique avec les représentants des médias publics et privés, les chargés de communication des différents départements ainsi que les influenceurs. Comment le gouvernement peut communiquer dans le contexte de crise? Quel rôle les différents médias et les pouvoirs publics pour améliorer la communication gouvernementale et comment faire face à la guerre informationnelle? Nous en parlons avec des spécialistes. Il s'agit de Tchona Mathieu-Koné. Il est journaliste communicant qui a servi à l'ORTM comme présentateur télé, à la société EDM SA, à la présidence, au groupe Clédou, ancien conseiller aussi à la mission des Nations Unies en Angola. Bonsoir, Monsieur Koné. Bonsoir, chers consoeurs. Monsieur Abdelkader Sanankwa, il est journaliste, il a servi à l'Agence malienne de presse et de publicité et à la CEDEAO. Bonsoir, Monsieur Sanankwa. Bonsoir, madame. Jules Domché, il est journaliste, directeur de Vox Africa. Bonsoir, Jules. Bonsoir, madame. Merci pour l'invitation. Merci. Et Bandjougou Dante, il est le président de la Maison de la Presse. Bonsoir, Bandjougou. Bonsoir, sir. Bienvenue sur ce plateau et merci d'avoir accepté notre invitation. Le premier axe donc de ce débat porte sur la guerre informationnelle. Le monde, dans la logique de géopolitique et géostratégie, s'impose à travers les médias qui forgent donc l'opinion publique avec les moyens mis à la disposition par des puissances. Bien sûr, c'est connu, la guerre informationnelle n'a pas de physique, elle est aussi informationnelle comme son nom l'indique. Pour paraphraser Gaussou Drabo, un éminent journaliste, il a été ministre de la Communication qui a donc animé un panel à cet effet. Alors, il faut y faire face et apporter la réponse adéquate au risque de voir son peuple détourné. La guerre informationnelle est une conquête des opinions publiques au Mali. Elle est indéniable dans le contexte de crise. Alors, je vais me tourner vers Tchona Mathieu-Koné. Vous la voyez comment, cette guerre informationnelle? Comment je vois cette guerre informationnelle? Mais elle est au quotidien depuis des années au Mali. Vous avez dit dans votre introduction, il s'agit du contrôle des opinions. Un impact recherché pour contrôler, asservir même, je veux dire, les opinions en leur faveur. Et le terrorisme, c'est quoi? Comme l'a dit Gaussou et certainement davantage Jules, mon confrère Jules, c'est quand même le terrorisme en spectacle. Et donc, la guerre informationnelle, c'est cela. Contrôler les esprits. Et qui tient votre esprit? Eh bien, il vous tient totalement et entièrement. Tout à fait. Alors, Jules Domché, j'ai retenu dans votre présentation le fait que les médias africains soient orientés vers ces informations, soit pour créer le buzz ou encore pour se faire suivre davantage. Qu'est-ce qui explique ce fait qu'on soit orienté vers des informations qui portent sur un attentat, par exemple? En fait, la réalité, c'est que le journaliste, comme toute structure, ou le journalisme, comme toute entité, a besoin de matières premières. Et la matière première du journaliste, ce sont les sources d'information. Ces sources d'information, tant qu'elles ne sont pas contrôlées par vous, vous suivez en réalité. Ce que j'ai semblé dénoncer là, c'était le fait que malheureusement, nous, par vide, nous sommes parfois obligés de nous retourner vers nos adversaires pour avoir de l'information. J'ai parlé notamment des agences de presse qui sont à la base de l'information parce que généralement, quand vous voulez travailler, vous avez besoin d'informations parce que vous n'avez pas le don d'ubiquité, vous ne pouvez pas être partout à la fois. Alors les agences de presse s'arrangent à avoir des relais un peu partout et mettent à votre disposition ce qu'on appelle généralement des dépêches et ces dépêches sont accompagnées de briefs. Alors ce que j'ai déploré, c'est que pendant très longtemps, les journalistes africains se sont contentés d'attendre ce que l'AFP, l'agence française de presse, ce que Reuters, ce qu'American Press allait mettre sur la scène publique comme mettant des informations. Et nous sommes nourris de ça pour essayer
d'informer nos populations alors qu'en réalité, on contribue à les intoxiquer. Donc c'est pour ça que je pense qu'il y a un travail énorme dans la guerre informationnelle à faire pour contrôler les sources d'information. Il est anormal que pour parler du Mali, que pour parler de la Côte d'Ivoire, du Sénégal, on soit obligé de nous référer à une agence française de presse. À côté des agences de presse, il faut qu'on se donne du contenu. Comment on peut créer ce contenu à votre avis? En donnant la capacité à l'agence malienne de presse de pouvoir être la principale source d'information sur le Mali. C'est pas sorcier. Donc, si on laisse le vide, les autres viennent le combler. Et je parlais des agences de presse, mais je m'en voudrais de ne pas parler des ONG. Pendant longtemps, dans nos éditions de journaux, nous parlons du rapport de Transparency International sur la corruption, d'International Crisis Group, d'Human Rights Watch pour les droits de l'homme. Ce sont des sources d'information, mais qui ne nous appartiennent pas, qui sont contrôlées. Et ce sont des instruments qui appartiennent à des grandes puissances, et à partir de ces instruments, ils nous manipulent. Cela demande que nous travaillions à avoir nos propres instruments pour que quand Transparency International fait son classement des pays les plus corrompus du monde, qu'on puisse avoir des ONG africains qui arrivent à faire le même classement, et ça permet qu'on puisse avoir des alternatives. Et pourquoi dit-on qu'il faut contextualiser l'information? Vous ne pouvez pas traiter l'information en temps de paix comme en temps de guerre ou comme en temps de crise. Et la contextualisation de l'information voudrait dire qu'on ne peut pas, sur la base des faits rapportés, se prendre cela pour argent comptant. Je vous prends un exemple sur la crise malienne. C'est la première fois qu'en tant que journaliste, j'ai su qu'on pouvait raconter la guerre au Mali étant au Sénégal et que ça ne choque personne. Si c'est des Africains ou si c'est des médias africains qui font ça, on va dire que ce n'est pas déontologiquement correct. Mais on a vu comment un correspondant d'une certaine radio basée à Dakar racontait ce qui se passait sur le territoire malien alors qu'il n'y a pas mis les pieds. Si je viens sur la fameuse affaire de Moura, vous avez une ONG qui vous dit qu'elle a fait une enquête, mais elle n'a jamais mis les pieds sur le terrain. Ils ont enquêté au téléphone. Comment vous voulez accorder du crédit à ce genre de choses? Malheureusement, comme ils ont un écho plus grand, plus fort, ils envahissent et ils polluent l'atmosphère. C'est pour ça que ce séminaire vient à point nommé, parce que le Mali a été un véritable laboratoire de ce que peut être la guerre informationnelle. On a vu comment la désinformation, la mésinformation a été mise à contribution pour essayer de fragiliser ce pays, et je pense qu'il est peut-être temps qu'on pense à réagir. Il faut ses propres canaux, c'est vital. Ses sources d'information pour échapper à tout cela. Mais c'est vital, c'est vital. D'accord. Alors, Bandjougou Danté, vous êtes président de la Maison de la Presse. Le rôle de la presse privée est primordial par rapport à cette question. Il faut déjouer les pièges. Cela peut se faire comment, à votre avis? En réalité, le Mali a une vieille culture radiophonique. Et nous sommes le pays des radios. Et les populations sont informées non seulement à partir de ces radios-là, mais en langue nationale. Et les informations qui sont généralement racontées sur le pays s'effacent dans des zones qui sont effectivement couvertes par les radios. Et parfois, on a le sentiment que l'information qui est relatée sur une radio étrangère, sur telle localité, si nous sommes en train de vivre réellement dans cette localité-là. C'est là le véritable problème. Mais seulement, il faut reconnaître quand même que ces médias qui diffusent la mauvaise information, l'information orientée, ont une grande audience. Ils ont une capacité à pouvoir couvrir une bonne partie du monde, contrairement aux médias locaux qui ont un rayon assez limité. Maintenant, il est extrêmement important que pour réussir à contrer ces mauvaises informations qui sont données d'abord au niveau national avant d'atteindre l'international, qui est la mise en synergie des médias locaux qui arrivent par un système de coordination à pouvoir mutualiser les efforts. Et en le faisant, on peut, non seulement dans les différentes langues, couvrir l'actualité locale, mais permettre aux populations du pays de savoir ce qui se passe dans telle ou telle localité. Cela peut aider les populations à cerner la bonne information qui est différente effectivement de l'information qui est donnée par des gens qui souvent fabriquent leurs sources. Et cela pose le problème de moyens pour les médias. Pour pouvoir s'imposer aujourd'hui, il faut avoir les moyens. Et qui peut donner ces moyens aux médias, à votre avis? Il faut qu'il y ait d'abord une volonté politique.
il faut qu'il y ait une organisation, les moyens vont compléter. Par exemple, nous avons un média malien dirigé par l'Union des radiodiffusions et télévisions libres du Mali qui donne l'information dans 5 langues et c'est diffusé sur 85 radios. 5 langues locales plus le français. Et je peux dire incontestablement que c'est le plus grand réseau médiatique au Mali aujourd'hui. Nous arrivons à donner des informations à travers ça. Et en donnant des informations, en ayant des correspondants aussi qui soient des correspondants locaux. Je crois que les populations locales qui sont directement concernées par ces informations avant de manipuler l'opinion internationale contre nous, ces populations croient en ce que le reporter local leur dit qui a été là et la population a été là également avec les reporters. Ils croient en ce que ces derniers disent que ce que l'autre dit dans une langue étrangère. Mais il faut reconnaître quand même que ceux qui fabriquent ces informations, non seulement ils veulent manipuler les opinions, mais c'est des gens aussi qui ont des agendas étrangers qui travaillent à mobiliser des puissants à l'étranger pour des objectifs inavoués. Donc non seulement c'est les populations nationales qui sont visées par la désinformation, mais l'autre aussi est de salir le pays à l'international pour les besoins de la cause. D'accord. Sans quoi, je vais me tourner vers vous maintenant. Nous devons travailler à inverser la tendance. Comme stratégie, on parle de proactivité. Dans votre intervention, j'ai retenu ce mot. Qui doit être proactif à ce niveau? Je voudrais d'abord faire un rappel que cette guerre communicationnelle ne date pas d'aujourd'hui. Il y a plus de 30 ans déjà, il y a un grand visionnaire africain, Amadou Mokhtar Mbow, pendant qu'il était directeur général de l'UNESCO, avait perçu ce problème et avait incité à ce que tous les pays africains aient leurs sources d'information pour que ce qui se passe en Afrique ne soit pas communiqué aux Africains par la presse étrangère, notamment les 5 grandes agences internationales. Dans tous les pays africains, il y avait eu une restructuration des agences de presse, y compris l'agence malienne de presse. Il y a une vingtaine de journalistes qui avaient été sélectionnés, spécialisés dans des domaines, pour venir traiter des informations du Mali. Donc tout ce qu'il y avait comme actualité au Mali était traité par ceux-ci et retransmis sur le plan international. Malheureusement, cette politique, vous savez, on est dans un contexte de guerre communicationnelle. Petit à petit, la PANA a été pas sabotée, mais en tout cas n'a pas pu percer. Après le départ d'Embo, la PANA s'est affaissée et on est revenu au même système. Donc, par rapport à votre question, la proactivité est essentielle en matière de communication. Sinon, vous subissez. Si vous ne prenez pas le devant, c'est les autres qui vous... Et quelqu'un qui détient l'information vous tient par le collet. Donc, on a besoin, quand il y a des événements, de ne pas nous référer à l'étranger. Il faudrait que nous-mêmes, on conçoive nos articles et qu'on les remette sur le plan international. Et comment le gouvernement peut faire cette proactivité? Par quel acte? En mettant d'abord les moyens à la disposition des structures de communication, en organisant la communication et en libérant surtout les talents. C'est extrêmement important. D'accord. On dit également, Tchona Mathieu connaît, qu'il faut informer rapidement et efficacement pour faire barrage à la désinformation et prévenir la fausse information. Cette proactivité, la même question que j'ai posée à Sanankwa tout à l'heure, elle doit venir de qui? Dès qu'on est d'accord que la guerre informationnelle n'est pas un jeu, sinon un jeu en tout cas sinistre, il faut savoir que pour résister, ça s'organise, anticiper et rapidité. Le monde aujourd'hui est tellement ouvert que vous ne pouvez pas dire je vais me donner le temps de réaction. Non, c'est l'accès aux sources. Ces événements qui se passent où? C'est chez nous. Donc nous sommes au courant, le gouvernement est au courant, c'est au gouvernement de réagir, de prendre des dispositions idoines, comme l'a dit Kader, et c'est vrai, pour livrer sa version crédible. Parce qu'il ne faut pas se leurrer. L'information, le soubassement, c'est la crédibilité. Si vous donnez aujourd'hui une nouvelle
qui s'avère après fausse, eh bien, vous prenez un coup en matière de crédibilité. En tout cas, donnez sa version déjà. Et à temps, évidemment, parce que le monde va vite avec le numérique, mais tout est instantané. Donc voilà la réactivité. Et puis suivre. Et donc le fait de donner déjà vous enlève l'accusation, vous enlève de subir ta position. La meilleure chose, c'est l'attaque, comme on dit. Je pense que c'est cela d'abord qu'il faut soigner. Et en veillant, en tout cas, pas forcément à faire le jeu des terroristes, parce que eux, c'est carrément pour faire peur. Un État ne va pas se faire peur à lui-même. C'est une guerre asymétrique, les dispositions sont prises, mais on ne peut pas savoir quand est-ce qu'a lieu une atrocité pour que tu veuilles faire peur. Donc, dès que ça vient, c'est de donner sa version, la libération des sources et l'accès des sources d'information. Et c'est ça, souvent, qui est gênant dans nos pays. On pense que, il faut que le chef donne l'accord, etc. Il y a trop de lieux de censure ou bien de regard. C'est pour ça, d'ailleurs, le gouvernement, il faut saluer cette initiative d'échange avec tout le monde, avec les acteurs de la communication, aussi bien du secteur du privé que du secteur des pouvoirs publics, les grandes agences. Cette ouverture et je pense que c'est cela. Automatiquement du gouvernement. Oui, de toute façon, il y a des nouvelles forcément dont la source autorisée est quand même le gouvernement. Mais si le gouvernement tarde, il faut bien que les uns et les autres, et la nature a horreur du vide, et le vide, ça n'existe même plus maintenant. Si vous regardez le jeu des réseaux sociaux, ils balanceront, et je pense que maintenant on serait sur la défensive, ce qui n'est jamais gai en matière de défense. D'accord. Il faut que l'action publique soit bien expliquée, qu'elle soit bien dite à temps aux populations. À votre avis, Jules, comment cela peut s'opérer? Enfin, je pense que c'est une combinaison des deux. Il faut que les professionnels de la communication aussi se remettent en cause. Je pense qu'on ne peut pas faire l'économie d'un souci de formation aussi, ou bien, si vous voulez, de recyclage. Il faut adapter le journalisme ou la communication au nouveau monde qui nous est imposé. À l'époque, quand vous allez sur le théâtre d'opération, vous avez le temps de rentrer, de préparer vos papiers, de faire le montage et d'attendre le journal de 20 heures. Aujourd'hui, c'est plus possible. L'information va à la vitesse de la lumière, à la vitesse de l'éclair. Donc, il faut aussi que les professionnels de la communication s'adaptent à ce nouvel environnement et acceptent aussi de se former par rapport à ce que ce nouvel environnement impose. La deuxième chose, c'est qu'il faut que les autorités politiques prennent conscience de ce que c'est que véritablement la guerre informationnelle. Il y a une chose de le dire, il y a une chose de le clamer, il y a une chose d'organiser des séminaires pour en parler, il y a une chose d'en prendre conscience et de décider d'agir. Donc il faut une combinaison. Et je suis d'accord avec les prédécesseurs qui parlent de proactivité. Parce que si vous n'anticipez pas, parce que l'information c'est aussi un construit. Il ne faut pas penser que l'information, c'est toujours un fait. C'est pour ça que je demande souvent, il ne faut pas donner trop de pouvoir aux journalistes, parce que parfois, le journaliste est utilisé par le politique pour mettre sur la scène publique un agenda qui a été préétabli. Donc ça veut dire que le politique doit pouvoir en amont décider de communiquer sur un fait, travailler sur ces éléments de langage avant de rendre cela public. Mais ça, nous ne le faisons pas souvent et c'est pour cela que nous subissons un narratif qui est construit par d'autres. Nous pouvons décider de ce qui va faire l'actualité chez nous. Et vous avez évoqué tout à l'heure la question du terrorisme. Comment on doit couvrir les informations liées aux attaques terroristes? Il ne faut pas oublier que le terrorisme aujourd'hui est un instrument utilisé par les grandes puissances pour affaiblir nos États. Le terrorisme n'est pas sorti du ciel. La question qu'on peut se poser, c'est comment est-ce que le terrorisme, qu'on croyait à un moment donné limité à une partie du monde, a maintenant pour terreau l'Afrique? C'est quand même extraordinaire. Tous ces groupes qui se sont développés comme par enchantement en Afrique, d'où viennent-ils? Qu'est-ce qu'ils revendiquent concrètement? Vous voyez très bien que ce sont des instruments. Maintenant, je l'ai relevé lors de ma présentation, je pense que nous, autres médias, on a fait une grave erreur dans la manière de couvrir les informations liées au terrorisme, parce qu'on leur a donné beaucoup d'écho, parce que malheureusement, notre métier nous impose
avec des canons qui pour moi aujourd'hui sont dépassés, de toujours être dans ce qu'on a appelé souvent la pyramide inversée et tout. Alors on dit 15 morts, 150 morts et tout, en oubliant qu'en le faisant, on joue le jeu des terroristes. Parce que le terroriste, sans médias, n'existe presque pas. Est-ce qu'on n'a pas trop habitué notre public à ce genre d'informations? C'est ce que je suis en train de déplorer. C'est ce que je suis en train de déplorer. Et c'est pour ça que je suggère qu'on ait une autre approche dans la couverture de ce type d'informations. Puisque le terroriste, il cherche le sensationnalisme. Il a besoin de spectacles pour exister. Et quand vous voyez comment les chaînes d'infos ont couvert les actualités liées aux attaques terroristes, on leur a fait la part belle et ils étaient contents. Donc moi, je me suis dit, essayons de réfléchir, inversons la tendance. En inversant la tendance, si on essaie de voir les lignes éditoriales aussi... C'est ça la clé. La clé, c'est la ligne éditoriale. Ça veut dire qu'il y a une attaque terroriste, il y a eu 15 morts. Vous décidez éditorialement de ne pas vous appesantir sur le nombre de morts, mais de vous appesantir sur la réaction, par exemple, des autorités. Vous avez traité la même information, mais vous avez traité ça avec un angle différent qui ne va pas faire plaisir aux groupes terroristes. Si on arrête de montrer des cadavres qui sont le fait des terroristes, si on arrête ce spectacle macabre-là, ça diminue un peu leur puissance. Parce que tout ce que les terroristes cherchent, c'est ça, créer la psychose, amplifier leurs actes. En fait, on est en train de faire leur travail à leur place. De manière inconsciente. Je pense parfois par ignorance. C'est pour ça que j'invite les confrères aujourd'hui à réfléchir sur une nouvelle manière de couvrir ce type d'informations. Je suis sûr que si on donne moins d'écho à ces attaques terroristes, si on couvre ça de manière beaucoup plus intelligente, ils vont commencer à se poser des questions. La preuve, c'est que l'essentiel des groupes extrémistes, ça ne date pas d'aujourd'hui, ont toujours travaillé eux-mêmes à avoir leur propre canon de communication. C'est pour ça que je dis, le terrorisme et la communication vont ensemble. Tout à fait, tout à fait. Parce que vous faites un attentat et personne n'en parle, vous voyez bien que ça vous met mal à l'aise. C'est la communication qui donne du poids au terrorisme. Bien entendu. Donc, il faudrait que nous on fasse vraiment attention désormais à comment est-ce qu'on rend compte de cela. C'est important d'inverser la tendance à ce niveau, Bandjougou. Bien sûr que c'est important d'inverser la tendance. Il est extrêmement important de savoir bien choisir son angle. À quoi ça sert de donner une information qui permet de saper le moral des populations ou qui permet même de créer la psychose chez la population, alors qu'il y a d'autres façons humaines de traiter cette information, mais tout en montrant quand même qu'il y a eu un fait, qui est un fait important, mais en essayant quand même de prendre les aspects qui peuvent aider les populations à vivre tranquillement. Mais il faut savoir donner l'information. Et parmi les premiers qui doivent donner l'information, ça c'est le gouvernement. On parle de communication gouvernementale aujourd'hui. Quelles sont les stratégies à adopter par le gouvernement pour qu'il soit le premier à donner l'information exacte et immédiatement? Il est important d'éviter les hésitations. Il est important d'éviter également les contradictions. Et il faut aussi éviter d'entretenir le flou et le silence. Donc si on arrive à... le gouvernement doit rassurer en parlant à sa population. Et il ne faut pas laisser à ce que les autres parlent pour répliquer. Il faut prendre le devant. Une information donnée par le gouvernement est plus acceptée par la population que lorsque c'est un média étranger qui donne une information et que le gouvernement vient chercher à expliquer ou à démentir ce qui a été fait. Et généralement, quand le gouvernement donne une information et que le média étranger, dans sa stratégie de faire mal, récupère cette information pour l'amplifier, les populations ne vont pas croire à la seconde information qui a donnée, mais croiront plutôt à l'information qui a été donnée par les autorités. Donc, en la matière, il est important d'être assez proactif, d'éviter les hésitations, d'éviter surtout les contradictions aussi. Et il faut le faire à temps. Attends. C'est très important. Alors, Tchona, je vais me tourner vers vous une fois de plus. On dit d'assurer le feedback au gouvernement. Quand on informe les populations et que les populations réagissent, c'est aux journalistes de mettre au courant le gouvernement par rapport à ce feedback. Ce feedback a quel impact en matière de communication? Ah ben oui, si en matière de communication, s'il n'y a pas de feedback et son analyse, je pense qu'il n'y a pas d'objectif atteint. Et vous savez, en communiquant, on est d'abord soucieux
de l'impact qu'on va créer. C'est ça le but, l'objectif de la communication. Et je pense que les différents relais qui sont multiples aujourd'hui par l'expression plurielle, ce n'est pas pour rien que le gouvernement a réuni la presse gouvernementale, donc publique, et la presse privée. Parce que c'est cette synergie, cette collaboration qui permettra l'efficacité du feedback. Les radios privées sont dans tous les villages presque, enfin, les grosses localités du Mali. Vous trouverez qu'il y a 5 à 7, 8, 10 radios et qui relaient dans les langues nationales. L'importance des langues nationales qui permettent de créer ce feedback par des émissions de réactivité, d'interaction qui permettent, et comme les zones, eh bien, ça finit par se savoir. Donc vraiment, je pense qu'il ne faut pas de doute, si nous mettons le paquet sur la valorisation de nos langues nationales, si le gouvernement fait le jeu de s'exprimer davantage dans les langues nationales, et qu'on a déclaré d'ailleurs langue officielle, Langue officielle, oui. langue officielle, mais je pense que chacun y gagnera. Vous savez, mais je répète, le fond du commerce d'une émission et d'une communication vers les populations, on doit être toujours soucieux de la crédibilité. Il y a un proverbe sénégalais qui dit « L'adulte qui se fait par 3 fois gifler dans l'obscurité du vestibule donne à réfléchir ». Ça veut dire que tu peux l'avoir quelqu'un par le mensonge 1 fois, 2 fois, mais 3 fois quand même, c'est que... Donc attention, il ne faut pas s'y prendre. Les radios étrangères, elles sont d'audience très grande que les nôtres, mais nous sommes avec les nôtres ici. Et nous pouvons contrôler nos réalités. Il s'agit donc d'oser les donner. Et je répète, il faut que les uns et les autres, gouvernants et autres, sachent que le journalisme, la communication, en tout cas le journalisme que nous sommes, c'est qu'une science à conscience, y compris patriotique. Ouais. Tu vois. Et ça, souvent, on n'est pas souvent très avertis de cette réalité. Nous sommes des journalistes, et c'est une science à conscience, y compris patriotique. Ça veut dire que nous savons ce qu'il faut faire. On dit l'éthique, la déontologie, mais l'angle de traitement peut faire en sorte qu'on gagne en efficacité de communication parce que nous appartenons à ce pays. D'accord. À ce propos, Il y a Jules veut réagir, oui. Non, à ce propos, j'aime souvent dire, avant d'être journaliste, on est malien. Voilà. Il faut bien qu'on l'intègre. Et on se laisse souvent piéger parce que, je dis souvent, le journalisme, il ne faut pas le prendre pour ce qu'il n'est pas. Malheureusement, on a souvent cru qu'être un bon journaliste, c'est être en opposition constante. Et malheureusement, on a développé ça. Non, il faut être responsable parce que le micro que vous avez, la plume que vous avez, la caméra que vous avez est une arme. Il faut avoir la fibre vous pouvez patriotique. Effectivement, oui, on ne demande pas de sombrer dans le propagandisme ou dans la propagande, non, mais il faut à un moment donné avoir la lucidité. Le journaliste a ce qu'on appelle la clause de conscience. Ça veut dire faire la part des choses. Faire la part des choses, c'est fondamental. Sinon, finalement, on se fait soi-même instrumentaliser. Et l'autre chose qu'a dit le doyen concernant justement les médias étrangers qui ont une forte audience, mais à cause de qui? C'est encore à cause de nous. Et c'est là où j'interpelle les autorités. Vous ne pouvez pas être dans un environnement où vous avez des acteurs privés qui peinent à faire fonctionner leur entreprise et vous leur imposez, sans raison véritable, une concurrence déloyale avec des médias qui sont financés ailleurs par des fonds publics. Il y a un problème à voir à ce niveau-là. Je pense que les États africains doivent faire un travail d'assainissement de leur espace médiatique. On n'est pas obligé de donner des fréquences à ces médias internationaux. La preuve, c'est que la réciprocité n'existe pas. Donc je dis, il faut qu'on soit aussi conséquent. La guerre informationnelle commence par là, par contrôler les médias qui arrosent votre espace. Je pense que c'est un problème fondamental qu'il va falloir régler, l'assainissement de notre espace médiatique. D'accord. Alors, Sanankwa, le feedback, c'est pour un effet recherché. À votre avis, comment le gouvernant doit réagir au feedback? Non, c'est fondamental ce que vous dites. La notion de feedback est fondamentale en matière de communication. Regardez par exemple le cycle de l'information. Vous avez un émetteur
Dans notre cas précis, on parle de la communication gouvernementale, parlons des autorités, donc, qui émettent une information à travers un médium. Ça peut être la radio, quelle que soit la structure, mais qui arrive à un récepteur qu'on peut considérer comme les populations. C'est le cycle de l'information. Mais ce cycle n'est pas complet s'il n'y a pas le feedback. Le feedback, c'est l'information qui part de l'État à travers un médium aux populations et le ressenti des populations par rapport à l'information qu'ils ont reçue, c'est ce ressenti-là qui doit revenir aux autorités pour qu'ils sachent si ce qu'ils ont fait répond aux besoins de ces populations. Et ça doit leur servir de plan d'action pour les activités exactement. futures. Maintenant, s'ils se rendent compte que le feedback, la réaction de la population, elle est négative, ils doivent se rendre compte que ce qu'ils ont fait n'est pas approprié. Donc, il faut rectifier le tir. Et par rapport aux grandes décisions, aux mesures prises par le gouvernement tout à l'heure, comment est-ce qu'il faut préparer la population avant de prendre ces mesures? Ce qui est fondamental, avant de communiquer, il faut d'abord choisir son message, formuler le message de façon appropriée. On a vu dans beaucoup de cas, nos messages ne sont pas bien formulés. Pour bien formuler un message qu'on veut adresser à une masse, il faudrait d'abord trouver la cible, c'est-à-dire identifier la cible. Parce que quand vous communiquez, vous vous adressez à une cible générale, l'effet serait moindre. Mais quand vous ciblez une certaine catégorie, vous avez plus de possibilités de réaction. Après la cible, le message que vous voulez émettre, il faut qu'il soit élaboré, il faut qu'il soit compris, il faut qu'il soit accepté. Et le troisième niveau, c'est le bénéfice de l'action. C'est-à-dire, vous demandez, par exemple, à des journalistes d'adopter tel comportement. Mais le bénéfice, si vous ne le dites pas, ça peut ne pas avoir d'effet. Mais quand vous dites à quelqu'un, faites ceci, vous aurez ceci, en réaction, ça peut inciter à suivre le message. Tchona? Moi, je pense que tout est clair, vous l'avez dit. Ça dépend de quelles mesures on veut prendre, ça dépend dans quel contexte, et ça dépend de la cible. Et tu ne peux pas aller semer dans un champ si tu n'as pas labouré. Tu ne vas pas jeter les graines, semer les graines dans l'herbe. Je pense que toute mesure, un gouvernement s'est travaillé pour l'atteinte d'objectifs répondant aux aspirations des citoyens. Ça peut être des routes, ça peut être des hôpitaux, ça peut être de l'éducation, une classe, par-ci, par-là. Mais tu viens expliquer le projet. Et croyez-moi, si tu veux un accompagnement, parce que ce que le gouvernement veut, c'est une adhésion dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. Mais je pense qu'il y a des attitudes, il y a des comportements qui sont à suivre, de la vigilance, résumé en vigilance. Si vous n'expliquez pas, n'est-ce pas, ben vous ne réduisez pas les risques. Je pense que oui, ça dépend du sujet traité, de l'objectif recherché. Il faut une excellente communication avant. D'accord, on se comprend maintenant. Si on veut avoir l'accompagnement. Or, tout gouvernement souhaite un accompagnement adéquat à son action, puisque c'est toujours une action au profit de la population qui justifie l'existence de la chose. Par exemple, l'esprit de citoyenneté, et d'ailleurs la Radio Mali, je ne suis pas étonné de cette question, mais je vais donner l'exemple précis. Chacun sait l'expérience du développement rural, tous les progrès du Mali en matière de culture céréalière, en matière de coton et des résultats engrangés. Et puis je pense que la santé de la population, c'est dû aux explications, aux émissions au quotidien qui expliquent les gains à engranger à travers les chroniques du développement Poïkampoï, pour ne pas nommer, et que ta très chère et regrettée maman animait. Je pense que c'est tout ça qui fait la force de l'information pour réussir la mobilisation au service d'une cause. Et être plus près des populations. On va ouvrir maintenant une fenêtre sur les réseaux sociaux qui ont des effets remarquables. Ce secteur a besoin d'être encadré aujourd'hui. Bandjougou Dante, comment il peut l'être et par qui? Je crois qu'il faut que nous comprenions que ces réseaux sociaux
sont une opportunité. Une opportunité pour des pays qui ont connu un retard technologique par rapport aux autres. Nous venons de le dire tous, que les grands médias internationaux ont une grande audience. Et les médias sociaux ont réussi à réduire les distances, à effacer d'ailleurs les frontières. L'information est instantanée. Mais ces médias sociaux doivent avoir des contenus qui soient des contenus utiles. Ces contenus utiles ne peuvent être donnés que par des gens qui ont une certaine culture, qui ont une certaine connaissance des choses dont ils parlent. Sinon, ça risque de produire l'effet contraire. Maintenant, pour ce qui concerne son encadrement, l'État est le responsable de l'élaboration des textes. Et dans un pays, les populations sont soumises à la loi. Si le secteur est réglementé, alors la réglementation a deux buts essentiels. Ce qui est apprécié et ce qui est déprécié ou même puni. Donc, si le cadre juridique est bien élaboré, alors l'utilisation peut se faire au profit du citoyen. Mais si on reste dans le désordre et que les gens pensent qu'il n'y a pas de limite, alors tout devient possible dans le pire. Gilles, en quoi les réseaux sociaux peuvent profiter au gouvernement, par exemple? Enfin, c'est une excellente opportunité. Je vais m'avancer un peu à dire que si les pays de l'AES sont encore debout aujourd'hui, c'est grâce aux réseaux sociaux, il ne faut pas l'oublier. Parce que les réseaux sociaux ont permis de contrebalancer le narratif qui avait été construit. Quand vous voyez comment les influenceurs se sont mobilisés pour empêcher qu'on bombarde le Niger, vous voyez la puissance des réseaux sociaux. Je dis, c'est un instrument qu'il faut regarder avec méfiance, mais comme l'a dit mon confrère, c'est une réelle opportunité. C'est une opportunité dans la mesure où, contrairement à ce qu'on pense et ce qu'on dit tous les jours, les réseaux sociaux ne sont pas les seuls laboratoires des fake news. La plupart des médias mainstream à qui on accorde beaucoup de crédits sont des grandes sources de fabrication de fake news. Et ce que je voulais dire aussi concernant les réseaux sociaux, il faut déjà comprendre l'environnement des réseaux sociaux et en fonction de ça, légiférer là-dessus. Maintenant, il y a des lois qui peuvent être faites dans un pays par rapport à tout ce qui est attaque ou invective sur les réseaux sociaux pour faire comprendre aux gens que ce n'est pas un univers où on peut dire tout et n'importe quoi, y compris mettre en péril son pays. Donc, il y a des choses qui doivent être faites, mais je voulais juste attirer votre attention sur le fait que ça ne peut pas se faire du jour au lendemain. Il faut un vrai travail de réflexion, parce que même si vous décidez aujourd'hui d'avoir pour sanction de suspendre quelqu'un sur Facebook, est-ce que vous avez la capacité de le faire? Facebook ne vous appartenant pas, vous n'ayant pas les moyens. Donc, c'est compliqué, c'est pas facile. Il y a un travail à faire à ce niveau. Un gros travail. Alors, Tchona, c'est vrai qu'il y a un gros travail à ce niveau. À votre avis, est-ce que ce secteur peut être bien encadré? Les réseaux sociaux, je pense que je m'attarde beaucoup plus sur leur utilité et je m'interroge en disant qu'il faut s'organiser pour gérer la partie, parfois insanité, décence et viol de nos valeurs. Et pour dire vrai, nous ne pouvons pas jeter le bébé avec l'eau du premier bain. Le monde est très ouvert et les choses vont rapidement. Je pense que nous tous, nous savons que ça peut être un bon complément du travail de communication au service des populations. Même si la source, nous ne la contrôlons pas, hélas. Et on sait même que certains pays qui ont créé souvent ces grands réseaux, eh bien, ne permettent pas l'accès chez eux. C'est connu, c'est vérifiable. Donc, vous me permettrez de dire que les réseaux sociaux, ce qu'il y a, puisque nous parlons de communication gouvernementale, donc au profit de la quiétude du pays en ces périodes de guerre informationnelle, c'est d'insister, comme on le fait pour la presse classique, les journalistes, sur l'angle de traitement. L'angle de traitement, mais si, au plan gouvernemental, chacun pense qu'il faut mon nom en termes de vidéoman, il y a parfois des craintes ou bien des dérapages possibles
sur la cohésion gouvernementale à la longue. Mais si c'est un travail au profit, parfois sectoriel, n'est-ce pas? Mais si c'est un ensemble de visions pour la cause globale, je pense que leur utilité est incontestable. Mais c'est selon. Et je constate que, effectivement, tout se résume à dire de s'organiser pour rendre le cadre judiciaire adapté. Même si je pense que c'est avec la loi destinée à la presse, pour le moment, qui sert à la cybercriminalité. Je constate que c'est fréquemment, c'est une autre loi qui sert à les interpeller ou bien à interpeller plein de gens qui usent des réseaux sociaux et qui font ce qu'ils veulent. Et dès qu'on s'adresse à la multitude, il ne doit pas être permis qu'il y ait du mensonge, qu'il y ait de la manipulation, qu'il y ait de l'incitation à la haine, ni au rejet de l'autre, tu vois, des coups contre le vivre ensemble harmonieux. Ça, il ne faut pas, et je pense qu'on l'a assez dit lors d'un séminaire des médias à Ségou, le vivre ensemble harmonieux ne peut souffrir l'objet d'aucune attaque, soit par médias, soit par réseaux sociaux. Donc c'est tout est encadrement, mais le mot encadrement semble être une chose, c'est la formation, l'autocensure pour la cause nationale, comme le font tout pays qui se respecte. Mais je veux dire aussi, les réseaux sociaux sont des médias, parce qu'on a tendance à vouloir faire cette différence-là. Les réseaux sociaux aujourd'hui sont devenus des médias à part entière. Donc, il faut intégrer cela dans la discussion. C'est pour ça que il faut une complémentarité. Il y a un travail à faire pour justement harmoniser ça. D'accord. Justement, Sanankwa, comment vous voyez cette complémentarité médias sociaux, médias conventionnels? Oui, bon, moi je vois les réseaux sociaux comme une opportunité pour notre pays. Référez-vous seulement à la révolution de 2020. Sans les réseaux sociaux, on n'aurait pas eu les résultats qu'on a obtenus. La seule chose sur laquelle j'insiste, c'est qu'il faut qu'il y ait un mécanisme de veille qui puisse surveiller l'évolution des médias sociaux. C'est extrêmement important. Ça permet de pouvoir contrôler et d'éviter des cas graves ou des crises. Je pense que si on arrive à mettre en place un mécanisme de veille, je pense que ça peut aller. D'accord. On va faire réagir juste Jules par rapport à la question de la communication à l'heure de la refondation. Comment vous la voyez? Je pense qu'il faut déjà saluer ce qui a été fait. Je pense que le gouvernement malien a fait des choses qu'il faut noter. Et je dois saluer aussi le talent d'orateur de certains membres du gouvernement malien qui ont permis de faire entendre la voix du Mali en dehors du Mali. Parce qu'aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, puisqu'on en parle, il n'y a plus de frontières. Vous ne pouvez plus penser que ce qui se passe au Burkina n'influence pas ce qui se passe au Mali ou ce qui se passe au Gabon n'influence pas ce qui se passe au Mali. Donc quand on fait une communication aujourd'hui, il faut intégrer justement le fait que les frontières ont totalement disparu. Donc il y a eu un travail qui a été fait, mais beaucoup reste à faire. Ce que je déplore et ce que j'ai constaté, c'est qu'il y a comme un cloisonnement malsain où on voudrait mettre d'un côté la presse du secteur public et de l'autre la presse du secteur privé. Et je pense que c'est quelque chose qu'il faut rapidement corriger parce que tous les médias, secteur public ou secteur privé, ont la même mission. C'est une mission de service public qui est une mission d'information. Donc c'est à l'État de créer un cadre qui va permettre que le média du secteur public puisse faire son travail, mais surtout que le média du secteur privé aussi puisse faire son travail. L'autre chose aussi, il faut que l'État comprenne qu'il ne peut pas être le régulateur de tout. Il faut aussi à un moment donné que l'État délègue. Ça veut dire qu'au niveau de la HAC, il ne faut pas qu'on soit dans une posture où on veut faire le gendarme à tout prix, être le gendarme de tout. Il faut que la HAC délègue aussi un certain nombre de pouvoirs à la corporation, autant pour moi, pour permettre par exemple qu'il y ait un système d'autorégulation entre les journalistes. Je pense que ceux qui sont le mieux habilités à faire le ménage dans la presse, ce sont les journalistes. Donc il faut, à mon sens, je parlerai comme ça, leur filer un peu la patate chaude, en disant c'est vous qui connaissez votre métier, c'est vous qui connaissez votre déontologie, à vous de nous dire qui parmi vous mérite d'être appelé journaliste, quel média parmi vous mérite d'exister et de fonctionner parce qu'il respecte ce que vous
vous avez établi comme étant vos côtes. Je pense que s'il y a ce travail-là, on va y arriver. La dernière chose, et je terminerai là-dessus, c'est la question des moyens. Vous ne pouvez pas faire la guerre informationnelle si vous n'y mettez pas de moyens, et je parle de moyens sérieux. Parce que quand on parle des médias étrangers, j'ai pris l'exemple l'autre jour lors de ma présentation, RFI, France 24 et TV5, le groupe France Média Monde, c'est 273 millions d'euros par an, débloqués une fois par l'État. Convertissez en CFA, vous voyez ce que ça donne. Vous ajoutez à ça les publicités que les multinationales leur donnent et que même certaines entreprises leur donnent. Comment vous voulez que les médias africains, qui n'ont presque pas de moyens, puissent rivaliser à ça? Et il faut bien que les États africains prennent conscience de ça. Je parle de l'argent public qui est donné à France Média Monde. BBC, c'est encore beaucoup plus. Al Jazeera, c'est également des moyens colossaux. Donc, je pense qu'il faut que les États comprennent que la guerre, très souvent, avant d'être physique, est d'abord communicationnelle. Si on investit sur les armes, c'est bien, mais il faut investir sur la communication, parce que le plus dur n'est pas de faire, mais c'est de faire savoir ce qu'on fait. On s'impose par la communication. Merci beaucoup. Merci, Jules. Alors, on va progresser. Bandjougou, oui. On parlait de cette question de complémentarité médias sociaux, médias conventionnels. Comment cette complémentarité peut être créée, à votre avis? La complémentarité est indispensable. Si les médias conventionnels ne s'adaptent pas aux médias sociaux, ces médias conventionnels sont appelés à disparaître. Parce que les médias conventionnels aujourd'hui, ils ont un tirage réduit, ils ont un champ de diffusion assez réduit. Alors l'utilisation des médias sociaux leur permet de pouvoir atteindre des espaces qu'ils ne pouvaient pas atteindre auparavant. Là, c'est extrêmement important. Ça permet aussi l'instantanéité de l'information. Donc aujourd'hui, le média conventionnel a beau avoir des contenus, si on ne digitalise pas, on risque d'être dans un rayon assez réduit et l'impact ne sera pas assez important. De la même manière que les médias conventionnels doivent être digitalisés, les médias sociaux déjà digitalisés ont besoin également d'être professionnalisés pour donner des contenus qui soient des contenus acceptables, qui soient des contenus sérieux et qui ne soient pas des contenus qui tranchent avec l'éthique et la déontologie. Aujourd'hui, aucun média ne peut dire que je reste avec la méthode classique et donner satisfaction. La mutation est obligatoire. D'accord. On va poursuivre avec cette question de communication à l'heure de la refondation. Un panel qui a été donc animé par Salif Sanogo, ancien directeur général de l'ORTM. Communiquer, c'est échanger, c'est transmettre un message dans le but d'influencer, être en relation, interagir. Donc, la presse contribue à asseoir l'autorité de l'État, sa crédibilité et en même temps mettre la pression sur ce même État à mieux faire avec le traitement et la maîtrise de l'information, bien sûr. La primature a donc un rôle central à ce niveau dans la communication gouvernementale. Cette communication doit s'adapter à l'environnement. Chona, comment le gouvernement doit communiquer dans le contexte de crise? La répétition est pédagogique. Comment le gouvernement doit communiquer? Je pense qu'il n'y a pas de manière spécifique que de livrer l'information à temps sur ce qu'on veut faire, pourquoi on veut le faire. Et en cela, ce n'est pas seulement sur les médias du secteur public, puisqu'il y a une complémentarité. Si on veut toucher tous les territoires, eh bien, c'est de créer des occasions d'échange, d'explication, d'information, de réactivité qui permettent, n'est-ce pas, et qui profitent à l'efficacité de la communication gouvernementale. Et c'est cet exercice, cet atelier entre dans ce cadre. Nous réunir pendant 3 jours, 4 jours, d'abord avec le gouvernement, ensuite entre nous-mêmes, acteurs de la communication, je pense que c'est un acte majeur découlant d'une volonté et d'une vision et de rectifier nombre de choses et d'élargir l'impact de ces projets, de ces préoccupations en direction des populations. Tu vois, c'est guerre informationnelle et résister ensemble ou périr, et comme nous ne sommes pas habitués à périr, nous ne voulons pas périr, donc c'est une communication à temps
anticiper, réagir quand il le faut, en donnant la bonne information. Et les relais sont là, dans tous les recoins. Voilà, la maison de la presse, c'est notre maison commune. Vous voyez? Et je pense que cela, grosso modo, pour un gouvernement est fait pour communiquer, s'il veut gagner. Mais en permettant la réactivité. Vous savez, je ne mets jamais en opposition presse privée et presse publique. D'abord, j'ai fait les deux, et je sais quel gain il y a en termes de liberté d'action pour les privés qui sont pluriels aujourd'hui dans toutes nos localités. Donc, je pense que c'est l'angle de traitement et parfois que les uns et les autres sur lesquels ils peuvent trébucher par manque de formation. Et on a énormément insisté sur la formation adéquate pour bien accompagner le programme de communication du gouvernement. Parce que c'est ça le rôle d'un média, être le relais. Mais le style est différent, où qu'on soit. Et il faut l'accepter. Parce que la mesure, vous voyez, je pense qu'on ne le dit jamais assez. Un gouvernement est soucieux de construire le bien-être de ses citoyens. La presse est satisfaite quand ses actes sont faits de façon positive. Par son regard est différent. Nous, c'est critique. La critique, c'est pour mieux construire, c'est pour redresser. Et il faut que nous l'acceptons. C'est le rôle. D'accord, ça c'est compris. Sans en quoi, l'accès à l'information pour le journaliste aussi est primordial. Il a été proposé en salle pendant les 3 jours de l'atelier qu'il faut que le gouvernement s'ouvre beaucoup plus à la presse, qu'elle soit privée ou publique. On a même proposé à ce qu'il y ait un bureau permanent de presse sur place pour qu'on puisse donner de l'info à tout moment à la presse. Cela peut être de quelle utilité à votre avis? Il est fondamental, lorsque les autorités communiquent, à chaque communication, il faut qu'au bout, on puisse avoir de l'espoir. Il faut éviter au maximum qu'une autorité vienne prendre la parole en public, s'adresser au public, sans pour autant apporter quelque chose qui le touche au plus profond de lui-même. On a vu souvent, ça arrive très fréquemment sur les antennes, dans les journaux et tout ça, des interventions des autorités, mais si vous les mettez les uns après les autres, vous ne voyez aucun profit, aucun intérêt pour les populations. Donc il faut choisir le message selon la cible. C'est fondamental. Et suivant l'intérêt, c'est-à-dire les autorités sont là pour les populations. Et quand vous vous adressez à ces populations-là, dites-leur quelque chose qu'ils peuvent comprendre ou qu'ils aimeraient entendre. Qui rassure. Mais il ne faut pas être là à parler sans qu'il n'y ait aucun intérêt derrière. C'est contre-productif. C'est des choses qu'il faut arrêter. C'est ce que je voulais ajouter. D'accord. Alors, à ce niveau, Dante, que doit faire le gouvernement pour pouvoir mieux communiquer comme il le dit? Bon, je crois qu'il faut être assez proactif. Il ne faut pas développer le silence. Le développement du silence entretient la rumeur. Donc je crois que les gouvernements qui parlent de refondation parlent de rupture. Et la rupture suppose un changement. Et ce changement doit être accompagné d'une communication qui rassure les citoyens. Et les citoyens doivent savoir réellement qu'il y a un changement qualitatif et un changement significatif dans sa vie. Donc tant que l'information qui doit être donnée n'est pas donnée au moment opportun, je crois que ça devient inutile. J'entendais quelqu'un dire en salle que les ministres ont besoin de formation en communication. C'est important? Bon, un ministre, c'est une fonction. Et bien évidemment, la communication aussi, ça peut être un don, ça peut être un art.
Mais ils ont besoin aussi d'apprendre, comme tout le monde. D'accord. Alors, et C'est comme, là, oui, je pense Chona, que- oui. Oui, je pense qu'on se complétera à dire que communiquer doit être utile, donc bien motivé. Il faut de la cohérence. Le meilleur journaliste, le plus talentueux, il respectera toujours les faits. C'est pour ça qu'on dit les faits sont sacrés. Alors, si on est soucieux de ça, vous avez fait le lien avec communiquer pour la refondation. Oui, c'est-à-dire le changement. Le changement, ce n'est pas des mots, c'est des comportements. Le Malien, ces dernières années, nous avons assez souffert dans notre âme et dans notre chair. Eh bien, analyser ce qui nous a conduit à ça, et puis adapter nos comportements. Il y a un qui disait que le comportement, la paix n'est pas un mot, c'est un comportement. Le vivre ensemble n'est pas un slogan, c'est une attitude. Donc moi je pense que en cela, la refondation peut être réussie si chacun, comme on dit, Debe Yelema fait, Chita fait Kayelema. C'est impossible. Il faut un Mali d'Inkroa pour le Mali Koura. Ouais. C'est ça? Oui, le Mali Koura, c'est une démarche individuelle qui deviendra collective quand nous nous retrouverons sur les éléments de consensus. Ce pays est un pays de vieille culture, n'est-ce pas Kader? N'est-ce pas Dante? Donc c'est cela qu'il faut se remémorer et dire que nous revenons de loin. Donc revenons à nos fondamentaux. Ce n'est pas pour rien que cette année a été déclarée année de la culture. La culture, c'est quoi? C'est ce qui reste après avoir tout oublié, ce que nous sommes. Tout à fait. Voilà. Alors, on va faire un dernier tour de table sur le rôle des chargés de communication, un rôle qui est vraiment important aussi pour la communication gouvernementale. Vous avez animé un panel là-dessus, M. Sanankwa. Dites-nous quel peut être ce rôle crucial des chargés de communication. En matière de communication gouvernementale, on peut considérer, c'est-à-dire lorsqu'on observe les différentes étapes, les différents acteurs, moi je considère que le chargé de communication est la cheville ouvrière de la politique gouvernementale. C'est un maillon, ce n'est pas le seul élément, il y a d'autres éléments, mais les chargés de communication constituent la cheville ouvrière de la communication gouvernementale. Et je vous avais dit un peu plus tôt, on avait parlé de la proactivité, il faut aussi des chargés de communication actifs et proactifs. Je vous donne un exemple pour que vous puissiez comprendre mon idée. Oui. À supposer qu'on ait X comme chargé de communication au ministère de l'Énergie. Aujourd'hui, 100% des Maliens ont le souci d'avoir l'électricité en permanence. C'est le souci de tous les Maliens aujourd'hui. L'État a pris l'initiative de mettre en place des centrales solaires qui sont en cours de construction. À mon avis, le chargé de communication, M. X, au niveau du ministère de l'Énergie, en toute proactivité, devrait prendre l'initiative, en accord bien sûr avec sa hiérarchie, de se rendre sur le terrain, faire un reportage et venir montrer au public que voilà, l'initiative est en cours, on est à 50% de réalisation. Vous créez de l'espoir, vous avez fait votre travail et vous avez aidé dans le domaine de la communication gouvernementale. Malheureusement, c'est ce qui ne se fait pas. Les chargés de mission sont dans les départements, très peu prennent des initiatives. C'est vrai que souvent, ils sont dans un dénuement absolu. Donc, dans des cas de ce genre, on ne peut pas se plaindre d'eux. Mais un chargé de communication doit être proactif, il doit prendre des initiatives, il doit mettre en valeur le travail de son ministère et le travail du gouvernement.
Est-ce que ce travail-là n'est pas trop pour une seule personne, Tchona Mathieu Kone? Est-ce qu'il ne faudrait pas avoir une cellule de communication pour les départements? Bon, appelez la cellule autre là. Nous, vous savez, nous, on a été correspondants dans les années 80. Et je peux vous dire que le chargé de mission doit faire preuve d'engagement à nul autre. Moi, je Oui, connais en des 80, aînés, en 80 on est en 2025. Oui, nous sommes bons, mais je veux dire, non, ça, je veux dire que je suis d'accord qu'il faut des moyens. De toute façon, sans moyens, on ne peut pas réussir. Et on ne peut atteindre les objectifs sans moyens. Et ça, le gouvernement le sait. Mais il faut que aussi, vous savez, pareil exercice de se réunir et d'échanger, il faut accepter de se remettre en cause, hein, une remise en question. Ce qui a été fait hier avec peu de moyens, ça devient difficile, le cadre est différent, les auditeurs ont changé. Hein. Si on dit oui, mais il faut aussi la qualité des hommes qu'on nomme. Je n'allais pas dire que je globalise en disant qu'ils ne sont pas à la hauteur. Mais certains ne sont vraiment pas visiblement à la hauteur. Celui qui est à la hauteur, qui ne prend pas d'initiative, n'a pas prouvé qu'il est à la hauteur. Je pense que notre métier, en toute humilité, demande de la passion, de l'engagement, de l'action au service de la cause pour laquelle on a accepté d'être nommé. D'accord. Je pense que c'est indispensable. Nous nous sommes dit les vérités ici. Nous avons insisté au renforcement, à la coordination et à l'impulsion de l'action au profit de la nation. D'accord. Bandjougou, il faut une cellule pour chaque département. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est quand même important, à mon avis, d'avoir qu'il y ait un travail d'équipe. Un travail d'équipe parce qu'aujourd'hui, la communication est vraiment plurielle et ça regroupe beaucoup de choses. Et une seule personne doit pouvoir avoir à son... Ça doit être une cellule, à mon avis, une cellule qui réfléchit avec une répartition des tâches et une complémentarité entre les différents acteurs. Merci. Merci à vous, chers invités, d'avoir répondu à notre invitation. Ce débat donc se referme ici en attendant d'autres forats. Nous parlions de communication gouvernementale dans un contexte de crise et nos invités étaient Tchona Mathieu Kone, journaliste communicant qui a servi à l'ORTM, à la société EDM SA, à la présidence, au groupe Clédou et il a été conseiller à la mission des Nations Unies en Angola. Abdelkader Sanankoua, journaliste, il a servi à l'Agence malienne de presse et de publicité et à la CEDEAO. Jules Domché, journaliste, directeur de Vox Africa, et Bandjougou Dante, président de la Maison de la Presse. Nous espérons que vous avez eu un intérêt à suivre ce débat qui a été réalisé par Jakari Jakone Jaki. À la coordination, il y avait Aridjou Matina. Merci de votre attention. Bonne suite de programme sur ORTM 1. Bonsoir.